Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier né de chez Nikon, le Z6 III, et surtout le comparer au boîtier que j'utilise pratiquement quotidiennement depuis près d'un an, le Z8. Vous allez voir que ce sont deux boîtiers qui ont des caractéristiques relativement proches, même si les capteurs sont différents, mais pourtant leur utilisation et leur destination finale sont assez différentes. On voit tout ça immédiatement après l'intro. Alors avant de rentrer plus en détail dans l'examen des images que j'ai pu réaliser à la fois en photo et en vidéo, permettez-moi de vous donner un petit peu mon sentiment par rapport à plusieurs points qui arrivent désormais dans le monde de l'image. Alors d'abord, l'augmentation exponentielle des prix. Ce Z6 III est à 3000 €. Alors aujourd'hui, je ne veux pas m'adresser aux professionnels de l'image, aux youtubeurs, bref, à tous ceux qui font un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, mais bien à vous, photographes, vidéastes, qui possédez peut-être déjà un boîtier ou qui souhaitez en acheter un. Et je voudrais essayer de vous aider à faire le meilleur choix, le bon choix, parce que 3000 € c'est une somme, 4600 pour le Z8, même si aujourd'hui il est en promotion à autour de 4000 €, c'est encore plus cher. Il ne faut pas se tromper et il faut aussi savoir pourquoi on achète tel ou tel boîtier. Alors premier point, que voulez-vous faire avec votre boîtier? Il s'agit de savoir un petit peu si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, quel type de photos, quel type de vidéos vous voulez réaliser pour pouvoir choisir le meilleur boîtier. Ce ne sera pas forcément le tout dernier sorti qui pourra vous permettre de réaliser le mieux ce que vous souhaitez. Il y a quelques jours, j'ai présenté ce boîtier, le Z6 III, pour Camara et Nikon, à Camara Cournon, avec le responsable Christian Cromaria, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous, de discuter avec vous, pour savoir un petit peu à la fois ce que vous faisiez avec vos boîtiers, quelles étaient les destinations un petit peu de ces appareils extraordinaires. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai décalage entre ce que l'on peut produire sur les réseaux sociaux et puis la réalité du terrain. La grande majorité des utilisateurs de boîtiers Nikon sont avant tout des photographes. Pour l'instant, il y a assez peu de vidéastes, même si ça commence un petit peu à venir. Et si Nikon communique énormément sur la vidéo, d'ailleurs, dans la présentation officielle de Nikon, du Z6 III, une grande part de cette communication est tournée vers la vidéo. Et on va le voir dans ce test, ce Z6 III est avant tout une caméra de cinéma, de vidéo, capable de produire énormément d'images dans des formats et des codecs différents, avec des compressions là aussi exactement adaptées à ce que vous voulez faire. Et les progrès sont notables dans ce domaine-là. En termes de photos, c'est moins net. On va s'apercevoir que depuis déjà quelques années, les progrès quant à la qualité de l'image produite en photo stagnent, n'apportent pas vraiment de grosses évolutions, si ce n'est dans un domaine, bien sûr, on va en parler un petit peu plus tard, l'autofocus du Z6 III est remarquablement plus véloce et plus précis que ses prédécesseurs, le Z6 I et II. Mais il existe un vrai décalage entre la réalité du terrain et tous ces photographes historiquement sur la marque Nikon qui ne souhaitent pas faire de vidéos, ou en tout cas fort peu, et les velléités de la marque qui veut absolument gagner des parts de marché, en tout cas ça semble être le cas avec l'achat d'une grande marque de caméras ciné, je veux parler bien sûr de Red, et aussi avec la présentation de ce Z6 III sur le site Nikon où la vidéo est avant tout mise en avant bien plus que la photo. Ce décalage, il crée une confusion dans l'esprit des gens. En ayant l'impression d'acheter le dernier boîtier, le Z6 III, ils imaginent, ils espèrent avoir un gain qualitatif, y compris en photo, spectaculaire. Ce n'est pas le cas. Vous aurez bien sûr une très bonne qualité d'image, excellente, mais très comparable, voire peut-être même sur certains domaines un tout petit peu inférieur au Z6 II ou même au Z6 I sorti il y a plus de 5 ans. Si vous faites par exemple que de la photo de paysage, un Z7 II à un prix peut-être légèrement inférieur au Z6 III serait certainement plus indiqué et vous permettrait d'avoir une image au moins aussi qualitative et en tout cas plus détaillée, plus précise avec 45 millions de pixels qu'avec 24.
Alors après cette longue introduction, avançons tout de suite dans le cœur du sujet. Parlons déjà de l'ergonomie, de la prise en main. Alors il faut savoir que les deux boîtiers ont un encombrement relativement semblable, mais un poids quand même un peu différent, hein. Il y a 150 grammes à peu près d'écart entre les deux, 760 pour le Z6 III, 910 pour le Z8, tout ça avec batterie et carte. Alors dans les faits, c'est quand même assez peu différent. On est loin des 1,4 kg d'un Z9 par exemple, où là ça fait vraiment une très grosse différence, mais ce ne sont pas des petits boîtiers. Il y a vraiment déjà quelque chose que l'on a bien en main, qui est stable, mais qui est quand même contraignant lorsque l'on va se balader. On n'est pas du tout dans la même gamme qu'un Alpha 6700, l'APS-C de chez Sony par exemple, qui lui est beaucoup plus léger. Quelques différences également sur le dessus des boîtiers. Sur l'épaule gauche, le Z8 possède un trèfle très pratique avec accessible directement plusieurs fonctions. À droite, sur le Z6 III, on a une molette PSAM, ainsi que l'accès direct à 3 modes utilisateurs, U1, U2, U3. Alors même si j'ai une petite préférence pour le trèfle du Z8, c'est pas très grave, la molette fonctionne très bien sur le Z6 III. La seule chose que je regrette vraiment, c'est que ça ne soit pas identique en fin de compte, et qu'on passe d'un boîtier à l'autre, il faille se remémorer un petit peu ces réglages. J'aurais aimé quelque chose d'identique sur toute la gamme Z, de façon à pouvoir passer vraiment d'un boîtier à l'autre très facilement. Heureusement, les faces arrière sont pratiquement similaires, les emplacements sont les mêmes et les fonctions également. On a en particulier le point I qui nous permet d'avoir accès à un menu raccourci que l'on peut paramétrer à loisir. C'est vraiment là aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, pas grand chose à reprocher ni à l'un ni à l'autre de ce côté-là. Alors dans les différences qui sautent aux yeux immédiatement, sans jeu de mots, bien sûr l'écran arrière, certes il a la même taille, 3,2 pouces, 8 cm, et il a la même définition, 2,1 millions de pixels, mais il y en a un qui est sur rotule, qui permet de se retourner totalement lorsque l'on fait, comme moi, des prises de vue et que l'on veut se filmer soi-même, c'est quand même pratique de se voir. Et puis l'autre qui est sur cardan. Alors l'avantage du cardan, d'abord c'est une certaine solidité, même si j'ai jamais cassé d'écran à rotule, mais on peut supposer que ce cardan métallique est quand même plus solide. Et puis aussi l'écran, lorsqu'on le pivote derrière l'appareil, lorsqu'on l'incline tout au moins, il reste dans l'axe de visée, ce qui peut présenter aussi un avantage. Allez, remontons de quelques centimètres et parlons maintenant du viseur. Là, il y a vraiment une différence. Alors, déjà, dans un premier temps, moi j'adore les viseurs Nikon pour avoir beaucoup de marques qui me passent entre les mains. Ce sont les viseurs que je préfère parce qu'ils sont à la fois clairs, lumineux, définis, et surtout pas trop contrasté, ce qui me permet d'avoir une lecture reposante, contrairement à d'autres marques. Alors j'adore mon viseur du Z8, hein, vraiment pour moi jusqu'à présent c'était celui que je préférais sur le marché, et quand j'ai mis l'œil dans le Z6 III, eh bien on a encore gagné un petit peu en confort, en luminosité, en définition. Donc on est passé de 3,6 millions de pixels sur le Z8 à 5,7 millions sur le Z6 III. Alors cette différence de définition, elle n'est pas parlante sur le papier, hein. J'ai essayé des viseurs, par exemple chez Sony de 9 millions de pixels ou chez Canon de 5 millions, qui ne me plaisaient moins parce qu'ils étaient plus contrastés, plus saturés, difficiles à régler exactement comme je le souhaitais. Celui du Z6 III, je vois pas ce qu'on peut espérer de mieux. C'est vraiment un point très fort de ce boîtier. Je pourrais l'acheter rien que pour la qualité de ce viseur, à la fois pour l'agrément d'utilisation, mais aussi pour le contrôle que l'on peut avoir ensuite dans la réalisation de ces photos. C'est extrêmement simple de vérifier si c'est net, de vérifier si la colorimétrie est bonne. Bref, 10 sur 10 sur le viseur sur le Z6 III. Deuxième point, deuxième différence également entre le Z8 et le Z6 III, l'obturateur, puisque vous avez un obturateur électronique sur le Z8 uniquement, et vous avez un obturateur mécanique et électronique sur le Z6 III. Alors pourquoi cette différence? Pour deux raisons. D'abord, les capteurs ne sont pas les mêmes. Le Z8 a un capteur empilé. Ça veut dire quoi empilé? Ça veut dire qu'il y a l'ensemble des circuits électroniques qui sont sur la couche complète du capteur. Sur le Z6 III, vous avez un semi-empilé, c'est-à-dire qu'en fait, les composants, les lectures du capteur sont au-dessus et en dessous du capteur.
C'est un capteur qui est un petit peu moins rapide, donc sujet un peu plus au rolling shutter. Alors si vous connaissez bien sûr l'effet de déformation des lignes droites lorsque l'on a un mouvement de caméra ou un mouvement de sujet latéral un peu trop élevé, cette déformation intervient également lorsque le sujet vient vers vous, mais simplement décalé par rapport à l'axe de l'objectif. Et là, j'ai bien montré en évidence à gauche l'obturateur électronique du Z6 III et qui n'apparaît absolument pas avec l'obturateur mécanique avec le même boîtier, le même objectif dans exactement les mêmes conditions. Alors bien sûr, le Z8 n'a qu'un obturateur électronique, mais ce capteur du Z8 est extrêmement rapide, c'est un capteur empilé. Je n'ai jamais eu le moindre souci de rolling shutter avec un Z8. Vous voyez, jusqu'au bout, ça reste absolument parfait. Le capteur électronique du Z8 monte à 1/32 millième, ce qui peut être fort utile lorsqu'on a, comme par exemple ce 50 mm 1.2, un objectif extrêmement lumineux en pleine lumière du jour, même sur des sensibilités très basses, à 50 ISO ou moins, lorsqu'on est à 1.2, qu'on veut vraiment avoir une séparation de plan très importante, si on n'a pas un 1/32e de seconde, eh bien ça devient difficile. Sur le Z6 III, il y a du 1/16 millième en électronique et du 1/8 millième en mécanique, ce qui peut présenter un certain nombre d'inconvénients lorsqu'on a ces objectifs-là ouverts à 1.2 en lumière du jour. Mais ces obturateurs électroniques ne sont pas exempts complètement de défauts. Ils présentent parfois des bandings lorsque la fréquence d'oscillation de la lumière LED qui vous éclaire est assez proche de la vitesse d'obturation. Eh bien, il peut y avoir des effets de bande dans l'image. Pour cela, l'obturateur mécanique peut être vraiment un secours intéressant en basse lumière lorsque vous montez en sensibilité et avec un éclairage LED. Et il y a aussi une autre possibilité de contrer ce phénomène, même si ce n'est pas absolument parfait, c'est désynchroniser très légèrement votre vitesse d'obturation avec une vitesse d'obturation variable, ce qui est apparu sur le Z8 et le Z9, c'est-à-dire qu'elle être par exemple, au lieu d'être 1/2 centième de seconde, vous allez être au 1/195,7 centième de seconde, et vous allez vous décaler par rapport à la fréquence de la lumière qui vous illumine, et donc là vous allez pouvoir ainsi réaliser quand même des images sans banding. Alors je voudrais revenir un petit peu plus sur ce point, la sensibilité, parce que c'est quelque chose d'important. Déjà sur le Z8, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si vous voulez le maximum de qualité, il va falloir rester très bas en sensibilité. J'entends bien le maximum, en étant extrêmement exigeant. Autrement dit, il va falloir rester en dessous de 200 ISO, voire même de 100 ISO, pour tirer la quintessence de votre Z8. Je l'ai remarqué déjà dans de nombreux cas. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de photos au-delà de 200 ISO avec un Z8, bien au contraire. Mais si vous voulez vraiment avoir la quintessence de votre boîtier, il va falloir rester sur ces très basses valeurs, ce qui peut présenter un certain nombre d'inconvénients. Au-delà, vous avez l'apparition d'un bruit numérique qui n'est pas gênant, jusqu'à des sensibilités, on va dire, comprises selon les expositions, suivant les circonstances, entre 800 et 12 000 ISO. Difficile de vous donner un chiffre plus précis parce que ça dépend énormément de la composition de l'image et du type d'éclairage. Après près d'1 an d'utilisation, je me suis aperçu qu'il y avait des images, je vous en voyais un certain nombre sous les yeux, qui étaient très convenables à 12 000 ISO et d'autres des 800 ou 1600 ISO qui se dégradaient assez rapidement, en particulier lorsque l'on a besoin, en chasse photo par exemple, de cropper beaucoup dans l'image et que l'image est un peu sous-exposée. Et pour ceux qui utilisent comme moi un zoom excellent d'ailleurs, 180-600, l'ouverture 5.6, 6.3 nous oblige à monter en sensibilité assez rapidement pour conserver ces vitesses d'obturation rapides. Bref, si on additionne tous ces critères, pas beaucoup de lumière, une sensibilité ISO très élevée, une vitesse d'un oiseau là aussi très importante, on va s'apercevoir que lorsque l'on veut cropper un petit peu dans l'image, eh bien la qualité se dégrade fortement. Le Z6 III, sur ce point précis, fait mieux, c'est indéniable. Il fait mieux un peu en photo,
là encore, cette dichotomie photo-vidéo apparaît. Je dis un peu pourquoi, parce que le rapport d'agrandissement, forcément, est à la défaveur du Z6 III. Quand vous avez 24 millions de pixels par rapport à 45, si vous voulez vraiment agrandir, cropper un petit peu dans l'image parce que votre oiseau est un peu lointain, eh bien, vous n'avez quand même que 24 millions de pixels, donc vous allez avoir un rapport d'agrandissement qui est plus important que lorsque vous en avez 45. C'est un point fondamental, il faut bien avoir en tête lorsqu'on veut utiliser son boîtier et choisir à l'achat celui qui vous correspond le plus. Donc on va dire que ça reste quand même à la faveur du Z6 III, je vous le montre immédiatement dans des images et des exemples. Alors, première comparaison entre 50 et 100 ISO, j'agrandis à 200% pour que ça soit parfaitement lisible sur YouTube. On s'aperçoit tout simplement qu'il n'y a pas de différence véritable, pas beaucoup donc d'intérêt de descendre à 50 ISO, si ce n'est quand même de descendre la vitesse d'obturation lorsque vous avez beaucoup de lumière, mais là en l'occurrence c'est absolument pas le cas, j'étais même limite. Donc on va très vite passer en revue la montée en ISO. 200 ISO, eh bien écoutez, là aussi c'est parfaitement identique, aucun souci de monter jusqu'à cette sensibilité. 400 ISO, on commence à avoir une très légère, mais alors vraiment minime, atténuation des détails. On le voit en particulier sur le petit ponton derrière le cormoran. Vous voyez, sur le 50 ISO c'est un petit peu plus défini, sur le 400 ISO ça l'est un petit peu moins. Je vous rappelle que j'ai agrandi à 200%, hein, voilà ce que ça donne en image en taille réelle. Mais bon, c'est déjà sensible à partir de 400 ISO au niveau du détail. Par contre, le bruit, lui, ne monte absolument pas. 800 ISO, c'est assez identique au 400 ISO, on n'a pas ce seuil à 800 ISO qui redevient un petit peu meilleur par rapport à 400 ISO, ce qui est le cas sur le Z8. Là, c'est très progressif, la montée est vraiment absolument linéaire au niveau de la montée en ISO. On a une réduction un petit peu des détails, mais très léger. À 1600 ISO, bah, c'est très propre aussi, hein, ça ressemble beaucoup au 800 ISO, on n'a pas vraiment de palier là non plus. 3002, on commence à avoir un petit peu de bruit qui arrive, vous voyez sur le plan d'eau à l'arrière-plan, on commence à avoir un tout petit peu légèrement de bruit numérique. Les détails sont relativement identiques à ceux de 400 ISO, c'est assez remarquable. 6400 ISO, on a une première bascule légère, mais un petit peu plus notable. Donc le bruit en arrière-plan sur les aplats apparaît un petit peu plus. Le détail également diminue, c'est un premier seuil. Et le deuxième apparaît à 12800 ISO, où on a non pas une dérive chromatique, hein, c'est vraiment les mêmes couleurs, mais une atténuation de la saturation, et puis un petit peu plus de bruit, et une diminution également un petit peu des détails. 25000 ISO, c'est là aussi assez semblable au 12008, c'est là aussi parfaitement utilisable. Je vous remontre une fois de plus l'image dans sa taille réelle, et franchement si on s'amuse un petit peu à passer par les débruiteurs, c'est encore très convenable. On voit vraiment que ce 25000 ISO est parfaitement utilisable. Bien sûr, par rapport au 50 ISO, ça fait une vraie différence, mais croyez-moi, en taille réelle, on peut vraiment utiliser ce Z6 III jusqu'à 25600 ISO. Alors voyons tout de suite la comparaison par rapport au Z8, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors dans un premier temps, on va faire la montée linéaire du Z8 pour se remettre un peu tout ça en tête. Alors sachant qu'on commence à 32 ISO et non pas à 50, hein, avec le Z8. Alors j'agrandis à peu près dans le même rapport d'agrandissement qu'avec le Z6 III, à savoir qu'au lieu d'être à 200%, je suis à peu près à 140% d'agrandissement sur Lightroom, pour s'apercevoir là encore que 32 ISO, 64 ISO, même combat, on n'a pas vraiment de différence. C'est vraiment dans ces sensibilités qu'on va au maximum de la qualité, du détail et aussi de la dynamique sur le Z8. 100 ISO, on a quelque chose qui est pratiquement à l'identique du 32 du 64. J'ai perçu, c'est pas le cas là parce que les vitesses sont relativement faibles, mais lorsqu'on a vraiment beaucoup de lumière et que les vitesses sont plus élevées, j'ai perçu déjà une petite, très légère atténuation du détail, mais c'est vraiment pour les plus pinailleurs d'entre nous. 200 ISO, c'est la même chose que le 100 ISO, vraiment aucune différence. C'est vraiment la sensibilité que j'utilise le plus, le 200 ISO. C'est, à mon sens, le meilleur compromis entre la qualité et le bruit perçu lorsqu'on a besoin de faire de très grands agrandissements. Mais si on veut vraiment aller dans le détail total, on s'aperçoit déjà
qui a un tout petit peu plus de bruit, très très léger. Alors je ne sais pas si c'est vraiment visible sur YouTube, mais croyez-moi sur parole, c'est très léger, c'est absolument pas gênant, mais par rapport à un 32 ou un 64 ISO, on a déjà un tout petit peu plus de bruit et une très 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 légère atténuation des détails, mais là aussi c'est absolument imperceptible dans la majorité des cas. 400 ISO, c'est une sensibilité que j'utilise pratiquement jamais sur le Z8 parce qu'on a déjà une petite dégradation de l'image, légère certes, mais qui est assez comparable à celle à 800. Il y a une sorte de plateau dans cette montée en sensibilité. Elle n'est pas linéaire comme sur le Z6 III. On n'a pas beaucoup d'intérêt à utiliser 400 ISO car ça présente pas beaucoup de différence avec le 800 ISO, donc autant gagner un stop et être à 800 ISO. Donc voilà le 800 ISO. On voit qu'on a quand même une image qui est très convenable. Je vous rappelle que j'agrandis quand même fortement l'image et les détails sont quand même très présents. 1600 ISO, on a déjà un bruit qui apparaît un petit peu plus nettement. Les détails, vous voyez, sur le ponton sont un petit peu atténués. C'est encore, bien sûr, très acceptable. Mais on a vraiment ces effets de seuil sur le Z8, alors que le Z6 III est plus linéaire. On a ainsi des sensibilités. Donc, je vous l'ai dit, 32-64, extraordinaire. 100-200, très bon. Ensuite, moi, je passe souvent à 800 ISO, où là, c'est vraiment très utilisable. 1600, on a déjà un petit peu un effet de seuil et on a une première dégradation qui peut poser problème, je vous l'ai dit, lorsqu'on a des crops très importants. 3200 ISO, on est encore un petit peu plus dégradé que le 1600, mais pas beaucoup plus. C'est vraiment à 6400 ISO qu'on a quand même quelque chose qui commence à être un petit peu moins bon. Alors bien sûr, les réducteurs de bruit font des miracles, hein, que ce soit Lightroom, DxO, etc. Mais vous ne rattraperez que pas complètement les détails, le piqué, la précision de l'image. Vous allez atténuer le bruit, mais vous n'aurez quand même pas, il ne faut pas rêver, la qualité d'un 64 ISO. Enfin 12800 ISO, même si l'image, une fois de plus, reprise dans sa totalité est très convenable, et j'en utilise régulièrement à 12800 ISO, on a quand même cette atténuation un petit peu plus notable que sur le Z6 III. D'ailleurs, on va comparer les deux boîtiers immédiatement. Alors première comparaison, à l'ISO le plus bas que l'on puisse choisir à la fois sur le Z6 III à gauche et le Z8 à droite. On est à 50 ISO sur le Z6 III, 32 sur le Z8 pour avoir deux images qui sont à peu près comparables. Moi je trouve quand même déjà sur l'analyse de l'image globale qu'il y a une certaine douceur, une certaine finesse sur le Z8 que l'on n'a pas tout à fait sur le Z6 III. C'est assez subjectif, hein, c'est vraiment un rendu comme ça que j'ai pu constater au fil des semaines d'utilisation. Après, si on agrandit l'image, on va avoir deux constats. Déjà, globalement, que l'image est assez semblable. Il n'y a pas vraiment de très grosse différence. Il y a vraiment cette petite finesse supplémentaire. Vous voyez, on le voit dans le détail de l'eau. Alors certes, hein, les vitesses d'obturation sont très faibles, hein, donc ça peut aussi jouer un petit peu. Il y avait vraiment très peu de lumière à ce moment-là, mais voilà, moi j'ai vraiment ces ISO très bas sur le Z8 sont assez remarquables. Petit détail qui n'en est pas un, j'ai mis les deux images sur le même rapport d'agrandissement, c'est-à-dire que sur le Z8, je suis à 140% d'agrandissement et il faut que je sois à 180% sur le Z6 III. Si je synchronise les deux images, voilà, et que je les mets toutes les deux à 180%, on a bien sûr cette fameuse différence de taille qui est à l'avantage du Z8 parce qu'il a 45 millions de pixels. À 800 ISO, là aussi, les choses sont assez semblables lorsqu'on a le même rapport d'agrandissement. Bien sûr, le Z6 III a une montée peut-être plus linéaire. À 800 ISO, je peux pas dire que ça soit plus propre, d'autant que, vous voyez, au niveau du détail, grâce aux 45 millions de pixels, moi je trouve que le Z8 est un tout petit poil plus précis. Au niveau du bruit lui-même, je constate assez peu de différence. Donc, je dirais pratiquement match... on va dire, je dirais qu'on a un match nul, sauf sur le détail de l'image. Une fois de plus, les 45 millions de pixels du Z8 peuvent emporter le morceau s'il y a besoin de faire un crop important. Si on remet les deux images dans leur totalité, vous voyez que c'est quelque chose qui est encore une fois très semblable.
On passe à 3200 ISO et alors là on a vraiment une marche. Là le Z6 III l'emporte haut la main. À partir de 3200 ISO, on a une montée du bruit qui est assez notable sur le Z8 et même si le rapport d'agrandissement est moins important sur le Z8, ça ne compense pas cette montée du bruit. Le Z6 III fait bien mieux et c'est là où on voit vraiment cette montée à la fois linéaire et réduite du Z6 III qui prend l'avantage par rapport à un Z8 qui fait des paliers et qui à 3200 ISO, lorsqu'on est un petit peu sous-exposé comme c'est le cas dans cette image, vous voyez que ça devient vite un petit peu plus délicat si on veut cropper dans l'image, si on veut agrandir. On est à 6400 ISO et là encore la différence elle est à l'avantage et à la faveur du Z6 III, même si là je trouve que c'est un petit peu moins net qu'à 3002, parce qu'à 3002 le Z6 III conserve vraiment beaucoup de détails. Là vous voyez que les détails sont quand même un petit peu atténués. Alors certes il y a un peu moins de bruit que le Z8 et surtout il n'y a pas, je ne sais pas si vous les voyez, ces petites franges colorées dans les aplats à l'arrière. Vous voyez on a du magenta qui ressort, on a cette petite dérive colorimétrique sur le Z8 qui est assez difficile à vraiment corriger, même si la réduction du bruit sur Lightroom permet d'enlever ce bruit. Ces petites dérives chromatiques, ces petits aplats magenta parfois verdâtres qui arrivent assez vite à cette sensibilité sur le Z8 ne sont pas là. Sur le Z6 III, l'image est bien plus propre. Certes, les détails sont un peu atténués, certes, le bruit commence à monter, mais moins que sur le Z8, et il y a vraiment un équilibre colorimétrique qui est parfaitement respecté. Ça, c'est super important. Même constat à 12800 ISO, c'est simplement encore un petit peu accentué. L'image du Z6 III est vraiment remarquable, hein. Franchement, je vous la mets dans sa globalité, et vous avez quand même une image qui est tout à fait utilisable, alors que sur le Z8, vous voyez, ces aplats magenta sont vraiment difficiles à traiter, je vous le répète, et on a une perte de détail qui est encore un petit peu plus notable. Alors 25 000 ISO sur les deux images, le 25 000 ISO sur le Z6 III est encore à peu près utilisable. Bien sûr, il va falloir traiter, bien sûr, on va perdre un peu dans le détail, mais l'image reste neutre, elle reste complètement identique en couleur aux autres sensibilités, ce qui n'est pas le cas hein, sur le Z8. On a bien sûr une dégradation assez forte que les logiciels ne rattraperont pas. Il ne faut pas rêver, vous n'allez pas avoir une image parfaite avec même un DxO traité aux petits oignons. Il y aura vraiment une dégradation. Et puis vous avez aussi ces dérives de couleurs. Alors certes là l'image n'est pas très colorée donc on ne le voit pas. Vous avez des franges de couleurs magenta et verdâtre qui apparaissent qui sont assez désagréables et une perte de détail qui est assez importante. Alors je veux continuer un petit peu l'expérience avec vous parce que ça m'a quand même étonné ces résultats aussi bons en haute sensibilité avec le Z6 III, et le Z6 III il s'arrête pas à 25 000 ISO bien sûr, il va bien au-delà, ce que le Z8 ne peut pas faire, c'est pas la peine de faire des comparaisons qui ne tiennent pas la route, au-delà de ces valeurs-là, le Z8 pour moi je ne l'utilise pas. Donc là on est à 50 ISO à gauche et on est à 25 600 ISO à droite, en F, sans débruitage. Alors on commence à avoir un tout petit peu de banding hein, qui apparaît. Si je veux une image en JPEG, donc avec le traitement de réduction de bruit interne hein, de l'appareil, voilà ce que ça donne. Avouez quand même qu'une image comme ça à 25 000 ISO, je vous la remets dans sa globalité, c'est juste surprenant. C'est utilisable directement, sans aucun post-traitement, on va dire, dans un usage courant sur les réseaux sociaux, mais même, vous voyez que si on agrandit déjà un petit peu fortement, waouh, 25 000 ISO, c'est propre. Hein. Je remets l'image en F, hein, donc sans le débruitage, avec ce petit banding. On va un petit peu plus loin et on continue notre exploration. Alors ce banding, hein, je vous l'ai expliqué, on peut le supprimer, en tout cas l'atténuer très très fortement si on utilise une désynchronisation par rapport à mon éclairage studio qui est en LED, ce que je n'ai pas pris la peine de faire, désolé. Je peux vous mettre aussi l'image en JPEG, mais j'aime bien travailler sur le net, c'est quand même un petit peu plus révélateur. Regardez ce détail à 51 000 ISO. On a quelque chose qui est inimaginable qu'on n'avait pas il y a quelques années. Je vous remets l'image là aussi dans sa globalité. Regardez ça, 51 200 ISO. Waouh!
ouais, c'est quand même quelque chose de dingue. Et ça ne s'arrête pas là. Continuons notre exploration. 128 000 ISO, c'est encore, je dirais, pas exploitable directement, mais une fois de plus, en reprenant l'image dans sa globalité, avec un tout petit peu de post-traitement, c'est encore une image utilisable. C'est pas forcément simplement du sauvetage. J'ai connu des publications à certains moments qui étaient moins bonnes que cela, et ce n'est pas fini. Continuons. 204 800 ISO. Donc ça, c'est la valeur maximale. Alors là, bon, bien sûr, ça se dégrade fortement, hein. Même si sur un Insta, un peu vite fait, ça pourrait être tout à fait acceptable. Mais là où c'est surprenant, c'est que je vous mets l'image avec le traitement de bruit de Lightroom. On est à 204 800 ISO. Autant vous dire que là, il a fallu vraiment que je baisse notablement mon niveau de lumière. Alors il y a toujours cet effet de banding qui est un petit peu désagréable, mais que l'on peut quand même largement atténuer, et qui dépend aussi beaucoup, bien sûr, de l'éclairage que vous allez utiliser. Mais 204 800 ISO, c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'arriver à ce résultat-là avec aussi peu de lumière et avec une sensibilité aussi importante. Autant vous dire que l'anniversaire du petit dernier, avec les quelques bougies qui éclairent la scène, vous allez vous régaler et vous allez pouvoir vraiment utiliser cet appareil photo dans des conditions de lumière complètement dingues. On a vraiment un appareil avec le Z6 III qui est extrêmement performant en basse lumière. Alors pour moi, c'est l'appareil rêvé des portraitistes, des professionnels qui font du mariage, mais aussi de tous les gens qui veulent prendre leurs enfants, leurs petits-enfants dans des réunions, des spectacles scolaires mal éclairés, enfin, etc. D'autant que la plage de détection qui vous permet justement d'avoir une précision en basse lumière, en pénombre, est beaucoup plus importante avec le Z6 III. On est de moins 10 à plus 19 IL pour le Z6 III, alors qu'on est à moins 7 plus 19 IL pour le Z8. Et une fois de plus, je vous montre ce que je vous dis. Là, je suis donc sur des sensibilités extrêmes et dans la pénombre. Et bien sur le Z8, j'ai quelques mouvements de pompage qui me pourrissent le plan, alors qu'avec la même sensibilité, les mêmes conditions de lumière, l'image est déjà bien meilleure, on va voir ça plus tard, mais le Z6 III est impeccable. Alors on va essayer de comparer aussi les hautes sensibilités en mode vidéo. Bon là pour l'image de référence je suis à 250 ISO, pleine ouverture f2.8 au 1/60e 2 secondes au shutter, à 60 images par seconde en 4K, en H265, 10 bits. Ouf, j'ai tout dit. Donc on va monter immédiatement la sensibilité. Donc même réglage sauf 800 ISO, 1/160e au shutter. On voit que là à 800 ISO il n'y a aucun problème, hein, l'image est magnifique. On continue cette petite montée avec le Z8. Nous voici à 1600 ISO, à 1/320e bien sûr au shutter. Les réglages sont identiques, toujours 4K, 60 images secondes, H265 10 bits. Et là aussi 1600 ISO, aucun problème, hein, il n'y a aucun fourmillement, l'image est magnifique, utilisable telle qu'elle. 3200 ISO, honnêtement très peu de différence, un tout petit peu plus de bruit très léger dans les ombres, sur les parties claires non. On est quand même sur une image qui est pleinement exploitable encore directement. 6400 ISO, 1250e au shutter. Écoutez, si on est très attentif, on peut voir un petit peu de bruit dans les aplats, un petit peu en fond d'image, dans les zones un peu floues et un peu sombres, mais c'est vraiment à l'extrême limite du visible, et on ne veut pas dire que cette image n'est pas exploitable telle qu'elle. On peut y aller encore franco à 6400 ISO. C'est assez surprenant les progrès que font les capteurs, en particulier en mode vidéo, hein, 12800 ISO. Ben là encore, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment tout à fait exploitable. Certes, il y a un tout petit peu plus de bruit, mais l'image est encore très belle. Là aussi, je peux utiliser cette image, il n'y a pas de désaturation et je peux y aller sans aucune retouche. 25600 ISO, il y a un double constat que l'on peut faire. Déjà, le bruit monte quand même de façon un petit peu plus conséquente, et puis les couleurs sont un tout petit peu désaturé. Donc pour moi la limite c'est vraiment 12008 où on est vraiment très bien. 25006
c'est encore utilisable avec peut-être une petite correction en colorimétrie, mais c'est à peu près tout. Donc là on est l'équivalent à 52 000 ISO. Alors là les couleurs commencent à vraiment désaturer, donc il faut vraiment remonter un peu le curseur de la saturation, voire retravailler un petit peu l'image de façon un petit peu plus importante en post-prod. Il y a aussi beaucoup plus de bruit, on voit maintenant un petit peu de fourmillement, donc ça c'est pas une image que je vais utiliser sauf vraiment obligation ou sauvetage. À 25 000 ISO ça me paraît beaucoup plus raisonnable. Et là bien sûr à 100 000 ISO équivalent, non c'est inutilisable. Ça sera très très compliqué de rattraper cette dérive verdâtre, ce bruit, non là j'abandonne. Alors voici le ZX3 dans la même opération que tout à l'heure avec le Z8. Donc on est à 320 ISO, pleine ouverture f2.8 avec le 70-200 à 200 mm, 1/60e au shutter. On est en 4K à 60 images par seconde. Donc sur un échantillonné, on peut dire que là on a vraiment une image de très haute qualité, bien sûr en H265 10 bits. On va monter un peu en sensibilité pour voir si ce capteur de 24 millions de pixels apporte un plus par rapport au capteur de 45 millions de pixels de tout à l'heure avec le Z8. 800 ISO, 1/160e au shutter, bon là aucune différence, on peut naviguer dans ces sensibilités sans aucune arrière-pensée, c'est propre, c'est net, c'est nickel en 4K sur échantillonné. Franchement ça vaut vraiment l'image du Z8 dans ces conditions-là. On a peu de différence. En plus, ce qui est vraiment génial chez Nikon, c'est qu'on a vraiment une unité au niveau de la colorimétrie. On peut matcher les images entre un Z8, un Z6, un Z9. On passe vraiment d'un boîtier à l'autre et on a toujours une très grande homogénéité. Et ça, c'est vraiment très très agréable. C'est pas toujours le cas d'ailleurs dans d'autres marques quand on change de type de boîtier dans la même marque. 1600 ISO, on est toujours nickel, c'est impeccable, avec là aussi la colorimétrie qui est stable, avec le piqué qui est parfait, sans bruit. On est peinard, on peut vraiment utiliser ces sensibilités. On va voir que même en montant davantage, c'est la même chose. 3200 ISO, 1/640e, toujours en 4K, H265 10 bits. 3200 ISO, il est juste parfait. Franchement, vous êtes en intérieur, vous voulez faire du mariage, vous voulez faire des reportages en basse luminosité, la nuit, en ville, enfin, etc. 3002, c'est impeccable. Vous n'aurez absolument aucune retouche à faire une fois que vous aurez calé votre image à la prise de vue. Là encore, 6400 ISO, c'est impeccable là aussi, j'ai pas d'autres mots, désolé. 1250e au shutter, on est toujours sur ce 4K à 60 images secondes sur échantillonné H265 10 bits. Et on se pose pas de questions. On va vraiment, on peut utiliser l'ISO automatique en le paramétrant, vous savez, en plus et en moins. Mais là, non, c'est parfait. Il n'y a rien à faire. Les images sont vraiment d'une colorimétrie totalement stable. On va monter encore pour voir un peu ce que ça donne. Franchement, 12 800 ISO, c'est, j'imagine qu'il doit y avoir un double ISO natif, je sais pas exactement, hein, mais alors en tout cas, je peux vous dire que sur l'écran, le 12008, il est juste somptueux. Et là encore, même s'il y a une toute petite montée de bruit dans les ombres sur les arrière-plans flous, c'est totalement négligeable. Le premier plan est très bon. On n'a vraiment aucune perte de détail, c'est juste parfait, hein. Vraiment là, pour l'instant, c'est le sans faute sur le Z6 III. 25 600 ISO, eh bien écoutez, c'est à tomber. C'est encore une fois très très bon. Je pense que là, la différence est un petit peu plus notable par rapport au Z8. Et à 25 600, on a à peine de montée de bruit dans l'arrière-plan un petit peu sombre. Le premier plan est juste parfait, très bien défini, aucune perte d'information, aucune dérive colorimétrique. Que demander de plus, hein, 25 600 ISO, hein, top, on continue. 51 200 ISO, alors c'est là où je pourrais être un tout petit peu déçu. Je pensais que le Z6 III ferait encore plus la différence. À 51 200, on a une image qui commence un tout petit peu à se désaturer, la montée du bruit qui est quand même beaucoup plus présente, avec un petit peu de fourmillement dans les fonds sombres. Il va falloir bien s'employer au niveau du post-traitement. Donc là, on est un stop au-dessus de 51 000 ISO. Certes, l'image est bruitée, il y a du fourmillement sur les aplats en arrière-plan, mais on garde quand même vraiment une belle définition sur le premier plan, un tout petit peu plus éclairé. C'est encore utilisable. Alors, bon, à noter quand même que j'étais obligé de fermer à 3.5 au lieu de 2.8 parce que j'étais au 1/16 millième, ce qui est le shutter maxi sur le Z6 III. Il faut faire attention un peu aux sensibilités qu'on utilise et vraisemblablement, il y en a qui sont peut-être supérieures à d'autres, hein. Donc c'est pour ça que ces essais sont intéressants.
Donc là, un stop en plus de 51200 ISO, eh bien, ouais, on n'est pas si mal, et on est à 100 000 ISO. Bon, deux stops, on est donc à l'équivalent de 100 000 ISO, donc là j'ai été obligé de fermer à f5, toujours à un 16 millième. Alors que dire? Oui, l'image est désaturée, oui, l'image est bruitée, mais on garde quand même du détail. Et alors, il va falloir retravailler la colorimétrie, un petit peu le contraste, mais on peut dire que c'est encore à peu près utilisable. C'est la grosse différence par rapport au Z8, qui lui, dans deux stops au-dessus de sa sensibilité maxi, est totalement inutilisable à mes yeux. C'est pas le cas du Z6 III. Et là, il reprend encore une fois l'avantage. Bien sûr, ça sera une image à retravailler. Bien sûr, ça sera pas l'image du siècle. Mais avec un peu de post-traitement costaud, on peut s'en tirer et utiliser encore une image à 200 000 ISO. C'est sûrement une sensibilité qu'on utilisera assez peu, assez rarement, mais en tout cas, elle est là, elle existe, et avec du post-traitement, on peut encore l'utiliser. Donc là, oui, un vrai avantage aux 24 millions de pixels du Z6 III. Allez, on passe à un chapitre que beaucoup d'entre vous attendent, bien sûr, l'autofocus. Alors j'ai vu beaucoup de choses sur le net, il y a un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs, il faut vraiment être précis dans les tests et ne pas raconter des bêtises. L'autofocus du Z6 III n'est pas l'équivalent de l'autofocus du Z8 à plusieurs titres. D'abord, il n'est pas aussi rapide, il ne suit pas aussi efficacement, même si on en est très proche et on est à des années-lumière au-delà de ce que faisait le Z6 I et le Z6 II, mais on n'est quand même pas tout à fait au niveau du Z8 ou du Z9. Et je le montre, je ne fais pas que le dire. Donc là j'ai une rafale, donc on est en obturateur mécanique, donc on est une rafale à 14 images secondes, et on va voir que, au départ bien sûr, pas de problème, c'est tout net, il n'y a pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on se rapproche un petit peu de l'opérateur. À partir de là, le Z6 III ne suit plus, on n'a plus quelque chose de net. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas avec le Z8. Je vous ai parlé de cette déformation liée à l'obturateur électronique, on va le voir tout de suite. Là, vous voyez qu'en mécanique, il n'y a pas de souci. On passe sur l'obturateur électronique. Voilà, là on est à 20 images par seconde, donc toujours la même rafale. Bon, je prends un truc au milieu, il n'y a pas de problème particulier, on se rapproche. Voilà, là on est encore sur quelque chose de parfaitement net, c'est quand même bien, parce qu'on est vraiment prêt, peut-être même mieux que l'obturateur mécanique. Puis surtout, on a cette déformation liée au global shutter. Vous voyez que la figure d'Anel devient pour le moins un petit peu curieuse. On compare ça tout de suite avec le Z8. Alors bien sûr, avec le Z8, il n'y a que l'obturateur électronique, et on voit qu'on a un suivi, je peux reprendre toute la rafale, on est à 20 images par seconde, donc ça en fait un paquet, c'est tout nickel, jusqu'à fort tard. J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois, et à chaque fois j'ai eu quand même quelque chose de remarquable, jusqu'à vraiment très très près, et là on arrive à la limite de mise au point de l'objectif, c'est pas un problème de suivi d'autofocus, mais voilà, on est tellement près que on est aux limites du 70-200 de 8Z, et on a très légèrement, mais très peu de déformations liées au global shutter. Il n'y en a pratiquement pas sur le Z8, contrairement au Z6 III. Pour l'anecdote, j'ai essayé à 120 images par seconde, en JPEG, donc bien sûr. On a la possibilité sur les deux boîtiers, vous voyez que ça produit un nombre d'images invraisemblable. Ça n'a aucun intérêt dans ce type de reportage. Ça peut avoir un intérêt sur des images particulières. Et là, ce qui est quand même très très sympa, c'est que ça suit à 120 images par seconde, on est vraiment net, jusque là aussi, la limite où on arrive là, la limite de mise au point mini de l'objectif, mais tout le reste, toutes les autres images sont parfaitement nettes, donc franchement, Nikon est au niveau des autres maintenant, au niveau de l'image sportive. On va voir que sur des oiseaux, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Malheureusement, le Z6 III n'a pas, pour l'instant, parce que je pense vraiment que ça fera l'objet d'une mise à jour, la détection de sujets type oiseau, contrairement au Z8 et au Z9, qui l'ont eu avec des mises à jour d'ailleurs. Et ça procure, dans les cas de faible luminosité et d'oiseaux lointains ou petits, parfois des errances un petit peu d'autofocus, des pompages. Je vous montre un peu ce que ça donne. Là, on a un très bon suivi, tout va bien. Et puis là, ça commence à décrocher. Là, ça décroche totalement.
Quand on se retrouve dans des conditions très difficiles, hein, l'oiseau est quand même loin, on a quelque chose qui est quand même très peu différencié au niveau contraste. Là, si je vous le rapproche, voilà, on a vraiment des décrochés d'AF qui sont variables. Là, c'est complètement flou. Après, il ne retrouve pas, il faut attendre un bon petit moment que l'oiseau se rapproche. Voilà, dans une autre phase d'approche, il commence à retrouver l'oiseau. Bref, c'est pas totalement fiable, en tout cas. Une fois de plus, là, les conditions étaient très difficiles. Hein. Fin de journée, avec une lumière très diffuse, peu de contraste, donc vraiment quelque chose de particulièrement compliqué. Le Z8, dans ces conditions-là, je vous montre ça immédiatement, fait mieux. Alors pour l'exemple, je suis vraiment allé à l'extrême, hein, vous vous rendez compte, les deux oiseaux sont ici, avec vraiment un contraste très faible, et même si les vitesses d'obturation et je dirais surtout la sensibilité du Z8 ne permettent pas d'avoir une discrimination parfaite, et les oiseaux ne sont pas non plus super définis, mais peu importe, ils sont au point. La zone AF a été respectée, y compris dans des conditions aussi difficiles. Là pareil, l'AF a fait son job. Même quand l'oiseau est vraiment petit dans le cadre, l'AF du Z8, maintenant avec la détection de sujet oiseau, lâche pas le morceau et dans 90 ou 95% des cas, c'est vraiment bon. Heureusement, dans des conditions, on va dire, plus classiques, avec des oiseaux plus gros et une lumière bien meilleure, j'ai fait un reportage récemment sur des vautours, et là, on a vraiment des choses qui sont de très bonne qualité, et un suivi qui est remarquable. Hein, sur quelques milliers de photos que j'ai pu faire sur ce reportage, j'ai très peu de déchets, vraiment très très peu. À chaque fois, ça reste vraiment très très bon. Il y a très peu de moments où l'autofocus n'arrive pas à détecter l'oiseau, y compris l'œil de l'oiseau, ce qui est quand même vraiment très très agréable. Ça fonctionne, on se pose plus de questions, on cherche la lumière, le cadrage, les belles images. On n'a plus ce souci de se dire ça sera pas au point, ça reste vraiment toujours très bon, extrêmement agréable en utilisation pro. On est sûr de ramener quelque chose et de quelque chose de qualité. Alors en vidéo, j'étais assez surpris, bien que nous n'ayons pas de mode de détection de sujet oiseau, ça suit quand même relativement bien, presque un petit peu mieux qu'en photo. Là, l'oiseau est quand même assez lointain, là encore, il n'y a pas un contraste fou, une différence entre le sujet et le fond, certes, elle est marquée, mais pas énormément non plus, donc j'étais vraiment agréablement surpris. Alors une fois de plus, c'est quand les fonds sont très chargés avec beaucoup de nuances de vert, des forêts, pas mal d'arbres comme cela, que l'AF pompe beaucoup plus, ce qui était le cas d'ailleurs du Z8 et du Z9 avant ce mode de détection oiseau. Donc là, vous voyez, il retrouve quand même, hein, on est quand même sur un niveau presque convenable, mais avec quelques petites errances, et il a du mal à revenir. Une fois qu'il a perdu, ça réaccroche pas si facilement que ça. Il faut vraiment retomber dans une zone un petit peu plus noir avec un fond plus uni, comme par exemple le plan d'eau, vous allez voir, ça va revenir, voilà. Mais on n'est pas au niveau du Z8 ou du Z9 qui ont fait beaucoup de progrès dans ce cas de figure. Alors avec le Z8 et le Z9, depuis les dernières mises à jour, on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Cette détection d'oiseaux nous a vraiment beaucoup apporté, y compris sur des fonds chargés, et c'était ça le vrai problème. Vous voyez là, l'oiseau est petit, il est de face, pas forcément très facilement identifiable, et la F est là, ne lâche pas la cible. Vous êtes vraiment sur une certaine sérénité maintenant dans ces prises de vue, c'est très agréable, et il y a une vraie différence entre un Z8 et un Z6 III, à ce niveau-là en tout cas, avant de futures mise à jour. Alors dans les différences entre le Z8 et le Z9, je ne peux pas faire l'impasse sur le nombre de points AF, 493 pour le Z8 et seulement 273 sur le Z6 III. Ça explique aussi un peu les différences de performance d'AF. Alors dans les points semblables sur les deux boîtiers, vous avez le prédéclenchement. Alors le prédéclenchement c'est quoi? C'est une fonction extrêmement pratique. Une fois que vous avez sélectionné cette option dans le menu ou dans une touche préprogrammable, vous allez appuyer à mi-course avec le déclencheur et vous allez prendre ce fameux oiseau qui décolle juste au moment où vous attendiez le moins et donc vous déclenchez un tout petit peu trop tard. Et bien avec le prédéclenchement et avec le buffer, vous pouvez revenir 1 à 2 secondes avant et donc vous ne ratez rien de l'action. C'est vraiment très très sympa. Alors dans les différences, par contre, la prise de vue automatique est pour l'instant implémentée sur le Z8 et le Z9, mais pas sur le Z6 III, je ne sais pas si elle le sera.
Cette prise de vue automatique, moi je ne l'ai pas expérimentée, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup. C'est une sorte de piège photo en fin de compte, ou piège vidéo. Vous avez la possibilité de préprogrammer un certain nombre d'éléments, la distance, la zone, vous avez aussi bien sûr la vitesse d'exposition, le mode de détection des sujets, enfin tout ça est bien expliqué dans le mode d'emploi de Nikon que vous trouverez sur internet bien sûr. C'est quand même un élément important qui peut motiver aussi votre décision d'achat si vous êtes très attiré par la prise de vue animalière ou voire même sportive dans certains cas. Et là vous avez aussi une possibilité vraiment remarquable de pouvoir faire des prises de vue en laissant votre boîtier un petit peu à distance et qui va être déclenché par le sujet lorsqu'il va passer une fois de plus dans la zone que vous avez prédéfinie, à la distance que vous avez prédéfinie. Et ça, bien sûr, ce n'est accessible que sur le Z8 et le Z9, pas sur le Z6 III. Autre particularité du Z6 III, qui en a pour l'instant l'exclusivité, en attendant une hypothétique mise à jour sur le Z8 et le Z9, il s'agit là du 240 images par seconde. Alors c'est un ralenti extrême, puisqu'on va pouvoir avoir des images spectaculaires qui ne sont accessibles que sur ce boîtier chez Nikon pour l'instant, avec une qualité certes en Full HD qui n'est pas tout à fait l'équivalent de la 4K, mais elle est vraiment remarquable et elle ne dépareille pas dans un montage en 4K. Vous pouvez vraiment l'utiliser sans arrière-pensée, c'est un plus important. Autre point de différence entre les deux boîtiers et qui a son importance, vous avez une protection sur le capteur du Z8. Lorsque vous enlevez l'objectif, il y a des volets qui protègent le capteur des poussières et éventuellement de rayures, alors que sur le Z6 III, il n'y a rien du tout, c'est bien dommage. Bon, j'en entends déjà rigoler qui vont me prendre pour un maniaque d'évoquer ça, mais voyez cette petite boucle en métal qui à chaque ouverture sur le Z6 III vient bloquer la trappe et ne permet pas d'extraire ou de remettre la carte mémoire, ça m'agace vraiment tous les jours. Alors que sur le Z8, eh bien comme le corps est un tout petit peu plus grand, cette boucle, elle gêne absolument pas. Et ça, croyez-moi, à refaire cette opération 20 fois par jour, eh bien c'est un vrai bonheur. Alors maintenant, il va bien falloir se décider et choisir entre ce Z6 III et le Z8 et vous donner aussi un peu mes arguments pour l'un et pour l'autre parce que les deux ont des arguments un peu spécifiques. Alors le Z6 III est fait pour vous si vous êtes un adepte des sports d'intérieur, dans des gymnases, dans des arènes, avec des éclairages un petit peu particuliers, pour deux raisons. Parce que d'abord vous avez un obturateur mécanique qui lorsque certains éclairages LED posent problème pour les obturateurs électroniques, c'est vraiment un plus d'avoir cet obturateur mécanique. Et puis aussi pour sa montée en ISO qui est vraiment remarquable, que ce soit en photo ou en vidéo. Et c'est vraiment là aussi une arme dans des environnements relativement sombres. De la même façon, si vous êtes un photographe et un vidéaste de mariage, là aussi, le fait d'avoir un autofocus performant en ambiance sombre, et c'est le cas du Nikon Z6 III, eh bien c'est vraiment un atout considérable, et vous allez aussi avoir cette montée en ISO qui va vous permettre de faire des images là où d'autres boîtiers ne pourraient pas les faire. Un point dont je vous ai parlé également, c'est ce viseur superlatif. Certes, le Nikon Z8 a un très beau viseur que j'aime beaucoup, mais le Z6 III est encore meilleur, alors pourquoi se priver? D'autant que l'argument prix intervient là aussi. On est presque à 1000 € d'écart, même 1100 € très exactement à l'heure actuelle, entre les 3000 du Z6 III et les 4100 du Z8, avec les petites réductions qui sont présentes dans les boutiques en ce moment. Un point que j'aime beaucoup aussi sur ce nouveau boîtier, c'est le 240 images secondes qui permet des ralentis en vidéo mais vraiment merveilleux, avec une fluidité que l'on n'a pas avec du 120 images par seconde. Certes, je vous l'ai dit, en Full HD, non pas en 4K, mais la Full HD sur ce Z6 III est vraiment qualitative et permet d'être incorporée sur des films en 4K. Un dernier argument, et non des moindres, ce sont les 24 millions de pixels. Alors ça peut être un moins dans certains cas, on va le voir dans les avantages pour le Z8, mais c'est aussi un plus sur la place que prennent les images. Il faut savoir qu'un F d'un Z6 III, c'est environ 17-18 millions d'octets, et c'est quand même beaucoup moins que les 35 généralement produits par le Z8 dans les mêmes conditions. Alors face à tous ces arguments, que reste-t-il au Z8, me direz-vous? Eh bien quand même pas mal de choses, à commencer par les 45 millions de pixels qui certes produisent des fichiers lourds,
mais aussi très détaillés, très précis, qui ont deux avantages importants. Le premier, c'est de pouvoir réaliser des crops assez important là aussi dans l'image pour agrandir lorsque vous avez par exemple un animal qui est lointain. Avec 45 millions de pixels, vous avez vraiment de la marge, vous allez pouvoir aller retailler dans l'image de façon assez considérable. Et puis si vous êtes adepte des photos de mode, on sait que par exemple les retouches sur les portraits nécessitent vraiment beaucoup de pixels. Souvent les agences demandent au moins 45 millions de pixels, voire même des fois plus. Donc là vous avez la capacité de produire de belles images et de faire de belles retouches sous Photoshop avec vraiment un détail et une précision accrue par rapport à 24 millions de pixels. Autre argument, si on n'a pas le 240 images par seconde sur le Z8, on a quand même un 120 images par seconde et qui n'a pas de crop, contrairement au Z6 III qui lui a un crop DX. Petit point de détail, le zoom haute résolution qui est disponible sur les deux machines, le Z6 III et le Z8, c'est un zoom qui va cropper dans le capteur, qui pourra avoir des effets vraiment très fluides, très agréables lorsqu'on fait une prise de vue vidéo. Et bien ce zoom haute résolution est un zoom 1,6 fois avec le Z6 III, mais un zoom 2 fois avec le Z8, puisque le capteur comprend plus de pixels. Ça peut avoir son importance dans certains cas. Alors il y a aussi le fait d'avoir du rolling shutter sur le Z6 III et pas sur le Z8 ou pratiquement inexistant. Alors certes, le Z8 n'a pas d'obturateur mécanique, mais dans les faits c'est assez peu gênant. Puis il y a aussi un point important, c'est qu'on dispose sur le Z8 d'un 64 et même d'un 32 ISO qui, combiné au 1/32 millième de seconde de l'obturateur, permet d'utiliser des focales à très grande ouverture, 1.2 en particulier, y compris en lumière du jour. Avec le Z6 III, on est assez vite limité, avec du 1/16 millième de seconde et encore en obturateur électronique. Sans ça, c'est du 1/8 millième dont il faudra vous contenter avec l'obturateur mécanique. Combiné au 50 ISO maxi en sensibilité, vous allez avoir quelques problèmes lorsqu'il y aura beaucoup de lumière et que vous voudrez quand même profiter d'une faible profondeur de champ sur un objectif très ouvert à f1.2 par exemple. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais les points fondamentaux, en tout cas dans mon usage, de ce que je pourrais vous conseiller. Donc à vous maintenant de bien réfléchir à votre pratique une nouvelle fois, c'est ce qui va permettre de vous décider sur tel ou tel boîtier. Sur ce les amis, je vous dis bien sûr à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde de l'image, la photo, la vidéo, mais aussi bien sûr dans le sport, le ski, le vélo, le VTT, bref tout ce qui me passionne. Donc à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye.